plonger dans la réalité de cette situation. Je voudrais peut-être en profiter pour vous dire en un mot, alors est-ce que le prompteur fonctionne? Voilà, ça c'est ma pomme, c'est pas très utile. Il y a un petit symbole Twitter qui vous rappelle que vous pouvez naturellement réagir, commenter, c'est très à la mode, n'est-ce pas? Mais donc c'est utile. Participer en tout cas, y compris, même si je sais que c'est un peu l'heure de la sieste, mais depuis vos sièges au contenu en réagissant donc, à ce qui va être dit et présenté aujourd'hui. Et puis je vais peut-être donner la parole une seconde à Véronique pour nous redire en deux mots, alors peut-être pas représenter tout Construction 21, je pense que maintenant vous connaissez, mais peut-être redire en un mot, voilà, les Green Solutions Awards, pourquoi c'est une initiative intéressante et qui mérite peut-être de vous mobiliser également. Donc je ne vais pas vous refaire la deuxième parce que je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient déjà là précédemment. Donc juste pour vous rappeler que Construction 21 est un outil qui est à votre disposition, donc une plateforme web qui a pour objectif de diffuser les bonnes pratiques de la construction et de la ville durable, que c'est à vous qu'elle appartient, puisque c'est ce que vous y mettrez qui pourra être utile et qui pourra inspirer d'autres professionnels, et que le meilleur moyen d'inspirer d'autres professionnels, c'est encore de publier des études de cas, comme l'ont fait les équipes de CLK, comme l'ont fait l'équipe d'Alain Bornarel et de tout le reste de l'équipe qui est à La Réunion, et qui ont permis d'inspirer des architectes, des ingénieurs, des entreprises de construction. Et donc nous, c'est ça notre job, c'est de faire circuler les bonnes pratiques, les bonnes idées, et de faire que ce que font quelques-uns aujourd'hui devienne demain le standard du marché. Merci beaucoup Véronique. Alors je vais sans attendre, comme en plus il y a un petit peu de retard dans le déroulé, et puis pour qu'on ait quand même le temps de questions-réponses, je vais rapidement passer la parole à Alain. Alors vous avez un micro, Alain, bienvenue. Merci infiniment de prendre le temps de cette présentation. Donc vous allez nous emmener effectivement à Saint-Joseph. Alors attendez, je vais vous mettre au moins sur le bon slide. Voilà, avec cette très belle médiathèque qui est un bâtiment qui a un certain nombre de caractéristiques très passionnantes que vous allez nous partager avec nous. Voilà, donc à vous de jouer, et puis après on aura un temps de... D'abord je poserai quelques questions complémentaires, puis on aura un temps de questions-réponses avec la salle. À vous de jouer. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je vais vous parler de cette médiathèque du Sud Sauvage à Saint-Joseph. Alors vous oubliez tout ce que vous avez vu et entendu jusqu'à maintenant. On ne parle plus de pont thermique, on ne parle plus d'étanchéité de l'enveloppe, on ne parle plus d'isolation. On est dans un climat, ça c'est inutile, peut-être pour vous rappeler que je suis l'animateur et le fondateur du bureau d'études Tribu depuis 86. Oui, redites-nous quand même en deux mots qui est Tribu. Et voilà. Tribu, bureau d'études sur les questions énergétiques, environnementales, de développement durable. Qui a participé à la naissance et le développement de ces préoccupations-là depuis donc sa naissance en 1986. Bon, alors, la médiathèque, donc, elle se situe sur la commune de Saint-Joseph, à La Réunion. L'équipe de maîtrise d'œuvre était constituée sous la direction de co-architectes avec Nicolas Perbonne, architecte à La Réunion, et puis nous étions comme bureau d'études développement durable au sein de l'équipe. Et puis il faut rajouter un petit mot quand même sur le rôle important qu'a joué sur cette opération l'équipe de la médiathèque, puisque c'est le transfert d'une ancienne médiathèque qui valait pas grand-chose et qui n'avait pas beaucoup de surface dans ce nouveau bâtiment. Donc toute l'équipe était là. L'équipe a activement participé à la réflexion sur le programme de la médiathèque et a été très très présente sur les derniers temps du chantier. Alors d'abord, quelques mots pour le situer. On est à l'île de la Réunion, dans l'océan Indien, hémisphère sud. Saint-Joseph, c'est au sud de l'île, c'est la partie la plus pluvieuse au pied du volcan de l'île de la Réunion. La médiathèque est construite dans le centre de la ville, à proximité des équipements administratifs, commerciaux et autres. La médiathèque, elle est... alors ça devrait...
Je suppose que ça... C'est pas grave. Une des premières caractéristiques dont je parlerai, c'est l'ancrage de ce bâtiment dans son territoire. Ancrage physique, je viens de le dire, au cœur de la ville. Ancrage également dans la culture et dans l'histoire de la Réunion. Vous voyez sur cette image les différentes strates d'une maison classique réunionnaise. Eh bien, la médiathèque a repris et adapté à l'usage de ce bâtiment, mais adapté aussi à la modernité, ces différentes strates. Donc on commence à l'extérieur par ce qu'on appelle le jardin d'apparat, qui est un grand parvis largement planté. On tombe ensuite sur la façade du bâtiment, donc qui est l'image que le bâtiment donne à l'extérieur. Derrière, dans la maison traditionnelle, il y a la cour arrière, et la cour arrière est occupée ici par un des bâtiments, celui qui est pour les enfants, alors que sur la façade, le grand bâtiment haut, c'est la partie de la médiathèque qui est réservée aux adultes. Et puis le long de la cour arrière, on a le cabanon, c'est une longère, qui sur la médiathèque est occupée par les bâtiments de l'administration. Et voilà, et on a cette image de la maison traditionnelle réunionnaise. Ancrage également dans les images du territoire. La forme de ce bâtiment en double faisceau rappelle plusieurs choses. Elle rappelle les anciennes charrettes qui transportaient de tout, y compris du reste la canne à l'époque. Elle rappelle aussi les faisceaux de bottes de vétiver. Le vétiver, c'est une plante traditionnelle là-bas, qui est une plante qui donne des parfums et qui était séchée en faisceaux comme ça. Voilà. Donc ça, c'est un choix de l'architecture, de rappeler un certain nombre de choses, et de la même façon, il rappelle le socle basaltique de l'île, qui a constitué également le socle de la médiathèque. Alors, on va voir successivement les différentes caractéristiques du bioclimatisme tropical. Et la première caractéristique, c'est le tampon végétal. C'est d'abord avec la végétation qu'il faut travailler. Et c'est pas vrai qu'en milieu tropical. Chez nous aussi, travaillons d'abord avec la végétation. Donc la médiathèque est entourée d'un large, ce que j'appelle tampon végétal, en faisant allusion au tampon thermique classique sous nos climats. C'est un tampon qui fait de 3 à une dizaine de mètres de large, largement planté, et qui va créer, comme le dit son nom de tampon, un espace intermédiaire, une ambiance intermédiaire entre l'extérieur, la rue, et la façade de la bibliothèque, et donc la bibliothèque elle-même. Sur d'autres opérations, il y a des mesures qui ont été faites sur l'efficacité de ces tampons-là, et on gagne 4, 5, 6 degrés par rapport à la température de la rue. Et donc vous comprenez bien que faire baigner le bâtiment dans une ambiance qui est à 4 ou 5 degrés en dessous de l'ambiance extérieure, c'est toujours ça de gagner, parce que gagner 4 à 5 degrés, voire 6 degrés quelquefois, avec des systèmes même énergétiques, il faut y arriver. Donc l'intérêt en plus du végétal, c'est que c'est de l'agrément, c'est de l'usage. Vous avez ici 2 images d'espace extérieur, intérieur à la médiathèque elle-même, puisque dans l'architecture, dans le programme, ont été prévus de tels espaces où on voit les gens qui viennent, vous voyez là, sur la chaise longue, avec quelquefois un verre à la main, pour continuer et prolonger la lecture dehors, parce qu'il fait toujours bon dehors là-bas.
Deuxième caractéristique de l'architecture du bioclimatique tropical, ce sont les protections solaires. Alors, le soleil à La Réunion, il est d'abord, il est au nord, mais il n'est pas qu'au nord, il est aussi au sud, un mois par an complètement au sud, le reste du temps avec le matin et le soir au sud. Il est la plupart du temps dans la journée très haut, donc des systèmes de protection par casquette sont tout à fait possibles là-bas et tout à fait efficaces. Plutôt que des casquettes, on a préféré sur la médiathèque utiliser des systèmes de brise-soleil avec donc une grande diversité de brise-soleil, chacun d'entre eux étant calculé spécifiquement selon la baie à protéger, selon ce qu'il y a dedans et selon l'orientation de la baie. La protection solaire en climat tropical, ça n'est pas que les baies, c'est aussi les murs, donc avec lame ventilée dans certains cas ou avec un peu d'isolation dans d'autres cas, et puis c'est également, et c'est surtout la toiture, puisque le soleil étant très haut, c'est la toiture qui en ramasse le maximum, donc les systèmes de double toiture sont toujours très très efficaces. Et puis la troisième caractéristique du bioclimatique tropical, c'est la question du travail avec le vent. Et là, on a la principale caractéristique de cette médiathèque, c'est que c'est un bâtiment qui est entièrement ventilé et rafraîchi naturellement. C'est un bâtiment qui, donc, du point de vue de la ventilation et du confort de saison chaude, est un bâtiment entièrement passif. Alors, pour ça, il faut travailler avec les vents, donc il faut connaître les vents. On avait la chance, effectivement, à Saint-Joseph, qui est une commune plutôt ventée, qui est soumise aux alizés, donc des vents plutôt de sud-est, mais des vents qui sont souvent trop forts, même pénibles. Donc c'est pas trop avec les alizés qu'on travaille dans ce type de bâtiment, mais on travaille avec une deuxième série de vents qui est fréquente là-bas, mais qu'on retrouve aussi dans certaines configurations chez nous, qui sont les brises. La brise de mer dans la journée, le vent souffle depuis la mer, la brise de terre la nuit, le vent souffle depuis la montagne, là en l'occurrence le volcan, et donc descend de la montagne, et c'est un vent frais qui va servir à rafraîchir le bâtiment pendant la nuit, ou pour la brise de mer, le rafraîchir pendant la journée. Travailler sur le rafraîchissement naturel avec les vents, ça veut dire utiliser deux fonctions de la ventilation. La première fonction, c'est une ventilation à des débits importants, on est à au minimum du 30 volumeurs à peu près, comme débit pour y arriver, et qui a comme objet de balayer les surchauffes, éliminer les surchauffes. Ce qui fait que, bon an, mal an, le bâtiment se retrouve au bout d'un moment à peu près à la température de l'extérieur. Évidemment, ça ne suffit pas pour assurer le confort, donc il faut utiliser une deuxième fonction de la ventilation, qui est la fonction du courant d'air sur la peau, qui accélère l'évapotranspiration, et comme vous le savez, de l'évaporation va créer de la fraîcheur sur la peau, et c'est ça qui va assurer le confort, c'est la combinaison de ces deux fonctions. Après, il faut voir comment est-ce qu'on peut au mieux utiliser les vents pour réaliser ces deux fonctions, et du coup ça nous a amené à adopter une double stratégie sur ce bâtiment. Première stratégie que vous voyez sur la figure en haut à droite, par vent plutôt fort, c'est-à-dire des vents qui permettent de faire de la ventilation traversante de façade à façade. Pour ça, il ne faut pas que le bâtiment soit trop épais, c'est important. Donc cette ventilation traversante de façade à façade, elle est suffisante, celle-là, surtout que par vent fort, on est à des débits qui vont bien au-delà, des 30 dont j'ai parlé tout à l'heure, et cette ventilation traversante va éliminer les surchauffes. Et puis, deuxième stratégie, cette fois-ci, c'est quand
les vents sont pas trop importants, eh bien il faut les aider. Et du coup, ça a été sur la médiathèque la création d'un puits dépressionnaire que vous voyez sur la figure du bas, hein, c'est-à-dire qu'on va compenser la faiblesse de la pression due au vent par une pression complémentaire due à la différence d'altitude et à la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Enfin, c'est l'effet cheminée hein, qu'on connaît bien. Voilà. Et donc, la combinaison de ces deux stratégies, selon les moments, va permettre de ventiler pour évacuer les surchauffes à l'intérieur. Quelquefois même, ça sera suffisant, c'est-à-dire qu'on atteindra des débits de renouvellement qui sont de l'ordre de la centaine de volumeurs, hein, des débits de renouvellement d'air suffisants pour assurer le confort sur la peau. Par contre, quand ce ne sera pas suffisant, on a en complément, comme on a la plupart du temps dans les bâtiments bioclimatiques en climat tropical, on fait appel à des brasseurs d'air qui assurent cette vitesse d'air suffisante à 0,5, 1 mètre seconde, 1,5 mètre seconde, qui permet d'assurer l'évapotranspiration sur la peau. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire du bâtiment non climatisé en climat tropical. Quelques mots sur les matériaux. La Réunion, c'est une île. C'est une région, un département français. Ce qui veut dire que, pour l'essentiel, les approvisionnements en matériaux viennent de la métropole. Ce qui, évidemment, les choses sont en train d'évoluer petit à petit, mais je dis bien petit à petit. Il y a des ressources locales, il y en a qui sont exploitées. Il y a notamment une ressource importante en bois, avec le bois Cryptomeria, qui peut être utilisé pour des charpentes, pour des façades, des bardeaux, des toitures, etc. Hein. Donc là, il y a une ressource réelle qui est exploitée par l'ONF notamment. Hein. Et puis, il y a plein d'autres ressources qui ne sont pas encore exploitées. J'en cite deux. Le vétiver dont j'ai parlé tout à l'heure. Le vétiver, c'est un produit qui est cultivé pour faire des huiles essentielles en parfumerie. Pour ça, on utilise surtout les racines. Et puis, la paille. La paille, c'est un déchet. Et donc, avec la paille, on peut faire, comme chez nous, hein, de l'isolant. Parce qu'il y a besoin d'isolation, non pas pour les déperditions thermiques, hein, mais pour les apperditions, au contraire, dans l'autre sens, hein, pour éviter à la chaleur de pénétrer et au rayonnement solaire de pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Donc la paille de vétiver, voilà une des filières qui est vraiment balbutiante et naissante. Et puis l'autre filière balbutiante, c'est le bambou. Il y a pléthore de bambou. Alors c'est pas du gros bambou comme on peut trouver en Amérique du Sud ou dans certains pays d'Asie du Sud-Est, hein, et donc du gros bambou qui peut être utilisé directement en construction, mais avec ce bambou on peut faire plein de choses, des composants, des panneaux, etc. Hein. Voilà. Donc voilà les deux filières. Alors nous on est arrivé avec la médiathèque à un moment où les choses sont en train d'évoluer petit à petit à La Réunion. On est en train de faire aujourd'hui un autre projet sur lequel toute la façade, la structure et le revêtement de la façade est en cryptomeria. C'était pas encore tout à fait possible sur la médiathèque, mais on a quand même choisi de faire du bois, hein, même sachant que ce bois vient de loin. On essaye au maximum de le faire venir des pays africains voisins. Il y a notamment 2 pays sur lesquels on a du bois FSC, c'est Madagascar et le Mozambique, mais c'est vrai que souvent le bois il vient de métropole. Hein. Voilà. Mais là aussi les choses sont en train d'évoluer. Donc sur la médiathèque, ossature essentiellement béton, structure béton, et puis l'ossature des façades et les revêtements de façade sont en bois. Les baies, les protections solaires sont en bois, les charpentes sont en bois. Donc il y a une large utilisation du bois sur ce bâtiment. Et puis pour terminer, quelques éléments de retour de vécu. Il a été livré en janvier dernier.
La Réunion a connu là un été assez dur, hein, là, qui vient de se terminer là, hein, depuis janvier. Été austral évidemment, très chaud, très chaud. Bon, le bâtiment s'est très bien comporté. Et pourtant, c'était juste après la livraison. On avait encore quelques petits problèmes de réglage, notamment sur la sortie en haut du puits dépressionnaire. Et malgré ça, la médiathèque a très bien supporté ces grandes chaleurs et les gens qui sont dedans, bien évidemment. Il faut préciser que il n'y a pas de machine. Il n'y a pas d'automatisme. Ce sont les utilisateurs qui gèrent l'ouverture et la fermeture des ventelles en fonction des vents. Pour ça, il y a eu évidemment de la sensibilisation, il y a des documents qui leur ont été fournis, etc. Il y a des réunions assez fréquentes avec eux. Voilà. Donc, en tout cas, pour le moment, ça fonctionne plutôt bien. La médiathèque, une autre de ses caractéristiques sur laquelle j'ai pas trop insisté, c'est sa qualité d'ambiance. Vous voyez que sur ces images et sur les quelques-unes que j'ai projetées là, vous avez des ambiances intérieures, extérieures et extérieures mais intérieures à l'enceinte de la médiathèque qui sont d'une très grande diversité et d'une très grande qualité, ce qui fait que on y va, on prend un bouquin et on peut se trouver soit le petit coin à l'ombre sur des coussins pour bouquiner tranquillement, soit le coin dehors sur la chaise longue comme vous l'avez vu tout à l'heure. Et puis je terminerai sur les leçons qu'on peut tirer de ce genre d'opération. Vous voyez qu'un bâtiment comme celui-là peut fonctionner, c'est-à-dire un bâtiment entièrement passif sur les questions de la ventilation et du confort de saison chaude, peut fonctionner tout à fait bien dans un climat qui est celui de l'île de la Réunion. Il y a d'autres exemples à la Réunion, hein. Il y a des exemples de bâtiments de bureaux qui fonctionnent en naturel. Il y a un amphithéâtre sur l'université de la Réunion à Saint-Denis qui est entièrement ventilé et rafraîchi naturellement. Voilà, donc moi ce que j'en tire, c'est que si ça marche à la Réunion, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas ici. Voilà, et donc ce qui veut dire que dans la plupart des cas de figure, la clim énergivore n'a aucune raison d'être. On peut régler tous ces problèmes de confort d'été avec des systèmes passifs, et vraiment passifs, hein, puisque là, il n'y a pas un poil de consommation d'énergie. Sinon, entre le bouton qui permet de monter ou de descendre, d'ouvrir ou de fermer les ventelles et puis la ventelle elle-même, c'est tout. Hein, c'est les seules consommations d'énergie qu'il y a pour faire fonctionner le bâtiment. Voilà, donc pour moi c'est vraiment la leçon à en tirer. Et le gros avantage en plus pour le gestionnaire de ce bâtiment, c'est que moins il y a de systèmes, mieux on s'en porte, du point de vue de l'entretien, du point de vue de la maintenance et du point de vue du renouvellement, hein, parce que l'enveloppe de ce bâtiment telle qu'elle a été livrée ici, elle va pouvoir vivre ses 40 ou 50 ans bien tranquille. Si on avait farci ce bâtiment de machines énergétiques, énergivores, eh bien, c'est quoi? C'est 15 ans, 20 ans, 25 ans au grand maximum, et il faut renouveler ça. Donc, on est gagnant sur toute la ligne. Je vous remercie. Merci infiniment. C'est passionnant. Venez, je vous en prie, hein, prenez place. Merci beaucoup. Alors, vous avez beaucoup parlé au début de votre présentation d'ancrage territorial. Je trouve ça assez passionnant. Vous avez expliqué aussi pourquoi voilà, ce bâtiment était inclus dans son territoire, faisait référence à un certain nombre de symboles. On comprend aussi dans votre présentation très clair que finalement, il est exemplaire ce bâtiment sur les volets bioclimatisme et sur les volets passifs. On comprend que sur les matériaux, vous êtes allé aussi loin que vous le pouviez, mais
il y a des choses qui se mettent en place à La Réunion. D'ailleurs, effectivement, on a eu l'occasion de travailler avec la DIECT et d'autres acteurs sur l'émergence de nouvelles filières. Donc il y a des choses qui se mettent en place, mais vous dites sur les matériaux, il n'est pas encore complètement exemplaire, ce bâtiment. C'est peut-être une des prochaines étapes. Donc ça, c'est intéressant. Je voudrais vous demander, sur les retours de vécu, est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la façon dont vous avez impliqué les futurs usagers dans les phases de conception? Parce que je suppose que quand on vous dit qu'on va vous livrer une médiathèque complètement ventilée naturellement, pas de clim, etc., ça peut quand même effrayer un peu. Alors comment on prépare quand même le terrain, quitte à ce que maintenant effectivement tout le monde se rend compte que ça fonctionne bien, mais comment on prépare le terrain avec les usagers, les acteurs du territoire? Il y a eu deux phases. Il y a eu une première phase en amont, c'est-à-dire au moment de la programmation, et au moment où l'équipe de maîtrise, enfin après la programmation, même quand l'équipe de maîtrise d'œuvre a été choisie et a proposé ce choix, parce que c'est un choix de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Ça ne vient pas de la maîtrise d'ouvrage, ce choix du traitement entièrement passif en ventilation et en rafraîchissement. Donc il y a cette période-là. Cette période-là, je dirais, il a essentiellement fallu convaincre la maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est les élus, les services techniques de la ville, les gestionnaires du bâtiment, etc. Voilà. Qui vous n'avez pas passé cette commande explicitement au démarrage, donc c'est vraiment la maîtrise d'œuvre qui a joué ce rôle de prescription pour montrer les solutions qui étaient possibles. Voilà. Okay. Alors, néanmoins, pendant toute cette première période, l'équipe de la médiathèque a été présente. On a eu un certain nombre de réunions avec elle pour les mettre au courant et recueillir leur avis. Alors, ça a beaucoup porté sur les questions fonctionnelles, évidemment, mais aussi un petit peu sur ces questions environnementales. Et puis, je dirais, après, il y a eu des contacts pendant toute la période de la fin des études et le début du chantier, mais il y a eu la période de fin du chantier, qui a été une période fondamentale, parce que dès qu'on a pu, on aura mis à disposition des locaux à l'intérieur de la médiathèque. Et donc, il y a eu toute une période où on coexistait dans la médiathèque, et donc l'équipe future, voilà, la maîtrise d'œuvre, l'architecte, l'architecte était très souvent sur le chantier, et puis les entreprises qui terminaient. Et donc ils ont vu. Il y a eu cette phase d'appropriation. Voilà. Ils ont vu comment ça fonctionnait, on était là, on leur expliquait comment ça fonctionnait, etc. À la fin, on a fait ce qu'on fait toujours, on a livré un livret d'usage de la médiathèque. Il y a eu quelques réunions de sensibilisation avec l'ensemble du personnel. Et puis, je pense que c'est à renouveler. Parce que, comme on le sait bien, le personnel va changer, il y en a qui vont venir, d'autres. Donc, c'est cette pédagogie du bâtiment, il faudra. Une sensibilisation permanente. D'accord. Alors après, vous disiez, et c'est très juste, que finalement, c'est un exemple qui se décline dans un contexte assez extrême en termes de climat. Donc évidemment, ça incite à se dire, et c'est le bon sens, que quand on parle de transition énergétique et écologique, y compris en métropole, pourquoi ne fait-on pas plus la promotion de ce type de réalisation? Quel type de difficultés il faut dépasser, à part ce que vous avez déjà dit sur peut-être la sensibilisation de la maîtrise d'ouvrage? Est-ce que d'un point de vue technique, organisationnel, qu'est-ce qu'il faut dépasser encore pour essayer d'encourager la massification de ce type de bâtiment? En métropole? Oui, en métropole, oui. Le poids des lobbies. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on trouve de la clim dans tous les bâtiments de bureaux? C'est pas parce qu'il n'y aurait pas d'autres solutions. Il existe des bâtiments de bureaux non climatisés ici en métropole. Nous, on en a réalisé un à Meudon pour Bouygues Immobilier en plus, et qui est occupé par Steria, qui est quand même une des grosses boîtes d'informatique. 20 000 m² non climatisés, énergie zéro en plus. Et un bâtiment qui est ventilé naturellement dès la fin de la saison de chauffe. Donc c'est possible, techniquement il n'y a pas de problème. Les obstacles, ils sont là en l'occurrence dans le cas des immeubles de bureaux, ils viennent des investisseurs.
qui n'imaginent pas qu'il puisse y avoir un autre produit que celui qu'ils ont l'habitude de vendre, et donc qui est un produit de bureau standard, climatisé, etc. Mais alors que l'argument sur le coût de la maintenance et de l'opération derrière est quand même très fort aussi. Il est très fort, mais il ne marche pas. Pas encore. L'énergie n'est pas assez chère, sans doute. Il y a plus grave. Il y a plus grave. Il y a plus grave, c'est ce qui est sorti du plan bâtiment durable, il y a 1 an, qui préconise la climatisation dans les logements. Voilà. Donc vous voyez que les lobbies sont très forts et ils sont partout. Et quand on préparait cet échange, vous me disiez quand même qu'à La Réunion, vous me disiez la culture locale est assez prête quand même finalement pour ce type de bâtiment. Donc il y a aussi ce travail d'acculturation globalement à faire. On a la chance d'avoir à La Réunion une symbiose entre différentes avancées positives qui font qu'on peut arriver à ce genre de bâtiment. Il y a une génération de concepteurs qui commencent à avoir la bouteille maintenant, qui ont été sensibles depuis longtemps à ces questions-là, et donc qui ont défriché le terrain depuis longtemps, des Renault, Brabant, etc. Il y a un CAUE qui a formé... Ouais, qui est remarquable, oui. Voilà, qui a formé les jeunes générations d'architectes à ces préoccupations environnementales avec des formations longues, continues pour architectes. Et le flambeau de cette formation est repris aujourd'hui en formation initiale par l'école d'architecture de La Réunion. Il y a une université avec un laboratoire d'écologie urbaine, qui travaille sur ces questions-là, une école d'ingénieurs, les Irois, qui travaille sur ces questions-là, et puis il y a une ADEME qui fait plus qu'un simple guichet de financement, mais qui accompagne ce genre de projet. Ce projet a été fortement aidé par l'ADEME, la délégation régionale de La Réunion. C'est cet ensemble d'éléments favorables qui fait que il peut se construire à La Réunion des bâtiments comme celui-là. Moi, je vous avoue que tout ce que j'enseigne et je construis ici, je l'ai appris en termes de confort d'été à La Réunion. Je l'ai appris à La Réunion. Mais attention, c'est fragile. J'ai connu une situation un petit peu semblable dans les années 90 dans le Nord-Pas-de-Calais, où il y avait eu effectivement la synthèse d'un certain nombre d'acteurs différents qui allaient dans ce même sens, et puis ça n'a pas duré, c'est retombé. Donc j'espère que ça ne retombera pas là-bas. Il se peut que ça ne retombe pas parce qu'il y a quand même une grande quantité de jeunes ingénieurs et de jeunes architectes qui ont été formés à ça et qui sont sensibles à ça. Non, c'est clair qu'il y a un écosystème très favorable. On a vu dans le projet sur le bâti tropical qu'on a mené Nomadéis avec le laboratoire d'écologie urbaine, différents acteurs que vous avez mentionnés, le CAUE, une mobilisation très forte des professionnels et de tous les acteurs de cette filière bâti tropical qui s'est rendue aussi visible dans le cadre des Assises des Outre-mer d'ailleurs, etc. et qui maintenant réfléchit à sa capacité à rayonner à l'export, c'est-à-dire à démontrer tous ces savoir-faire réunionnais. Et ça, je pense que c'est très prometteur. J'en profite pour vous dire que dans le cadre de Construction 21, il va y avoir donc très prochainement le lancement d'un dossier sur le bâti tropical et les climats chauds, avec la possibilité pour tous ceux qui le souhaiteront de relayer des bonnes pratiques, de parler de partenariats, d'exemples, etc. Et c'est un thème qui nous est cher, donc j'espère d'ailleurs que vous aurez l'occasion de contribuer à ce dossier. En tout cas, le témoignage était vraiment passionnant. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ? On a peut-être 2 minutes, on a pratiquement rattrapé le retard pris sur la séance précédente. Mais si quelqu'un a une question pour Alain Bornarel, n'hésitez pas. Alors j'essaie de regarder, vous êtes nombreux, mais il y a quelqu'un dans la salle aussi qui peut donner un micro si vous le souhaitez. Non, tout est clair. Tout est clair, pas de questions particulières. Écoutez, s'il n'y a pas de questions particulières, on va pouvoir passer la main pour la session suivante et permettre aux organisateurs de rattraper. Je voudrais vous remercier très chaleureusement pour la présentation très claire. Voilà, merci beaucoup Alain. Merci beaucoup. On prend 10 minutes de pause et on se retrouve à -5 pour aller à la cantine.
Oui, alors on se retrouve à -5 ici pour la cantine. Vous pouvez passer à la cantine.